Et à tous, bienvenue pour ce question-réponse du vendredi, voilà, qui se déroulera toutes les semaines aux alentours des 15 heures. Je vais commencer par faire un petit point sur la course, parce que là on arrive quand même au 75e jour de course. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le dernier, ça correspond un petit peu au dernier record du Vendée Globe établi par Armel Lecléache, qui était de 74 jours, 3 heures et des poussières, si je me souviens bien. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que nous, nos marins, ils sont seulement au premier tiers de la course. Ça ne veut pas dire qu'ils se traînent, loin de là, mais ça veut dire que les bateaux sont moins rapides et que le référentiel de temps est complètement différent. Donc là, on est dans le premier tiers de la course. Il y a une anecdote assez rigolote que nous racontait Jean-Luc, c'est que au niveau des cartes qu'il utilise pour se situer, etc., il a été obligé de retourner la carte et il n'avait plus en référence l'Afrique du Sud, mais l'Australie, et ça voulait dire qu'il avait passé la moitié de l'Indien. Donc quelque part, mentalement, il changeait un petit peu, en tout cas, il se projetait un petit peu différemment et ça doit sûrement aider au moral quand on est parti pour aussi longtemps en mer. Donc actuellement, voilà, on a passé le premier tiers de la course. Jean-Luc Vandenesse a plus de 1200 milles d'avance sur le petit peloton qui le suit, donc c'est quand même une sacrée avance, hein. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, si on considère la moyenne des bateaux dans ces coins-là. Et ce qui est un petit peu spécifique concernant sa position, c'est que lui, pour l'instant, il est poussé par des vents portants et a priori, ça va durer encore un moment. Alors, il y en a certains qui disent effectivement qu'il a de la chance. Moi, je pense que si chance il y a, il ne faut pas oublier que tout l'art de la course au large consiste à se mettre dans des positions où la chance peut se produire, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis il a réalisé une trajectoire qui l'a emmené aux bons endroits au bon moment, et cette succession d'enchaînements l'a amené là où il est aujourd'hui. Et s'il bénéficie de cette position-là, c'est sûrement pas par chance, même si c'est une part non négligeable de ce genre d'exercice. Il ne faut pas l'ignorer, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la chance qu'il a, il s'est arrangé pour qu'elle puisse arriver. En tout cas, c'est comme ça que je verrai les choses de mon côté. À la suite de Jean-Luc, donc 1200 milles derrière, on a toujours notre petit groupe donc composé de Mark Slatz, Gregor McGuckin, Abhilash Tomy et Uku Randma. Donc ça, c'est un petit groupe qui progresse un peu moins, de façon un peu moins fluide, mais qui progresse bien quand même. Là, si on prend la situation aujourd'hui, on voit que Jean-Luc Vandenesse est en haut du système et qu'il va y rester encore un moment, pendant que les autres en fait arrivent dans une zone tampon qui matérialise un système différent. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va y avoir un système météo d'écart entre Jean-Luc et ses poursuivants, et ça va rendre les choses encore beaucoup plus compliquées pour ses poursuivants, parce que les zones de transition, pour les passer, c'est toujours plus difficile que quand on est dans un système qui vous porte. Ce qu'on pourrait dire de ce groupe de poursuivants, ils ont vraiment eu des conditions relativement difficiles, si on se réfère à ce qu'a pu nous raconter Mark Slatz, hein, qui n'est pas le genre à se plaindre, mais qui signalait quand même qu'il a navigué notamment toute une nuit à sec de toile, et il marchait quand même à 6 nœuds, donc le vent était vraiment très très fort. Abhilash Tomy, lui, ça a été compliqué aussi, parce qu'il a à la fois il a eu des soucis de régulateur d'allure, il a fallu qu'il change la petite pale directionnelle, et ça lui a pris pas mal de temps, et il a dû barrer toute la nuit. En plus, il avait des entrées d'eau dans le bateau. Il n'a toujours pas d'ailleurs isolé d'où ça venait, mais en tout cas, il a eu des entrées d'eau relativement importantes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené énormément d'humidité. Enfin, il n'a pas besoin de ça d'ailleurs, parce que dans ces coins-là, c'est très très humide. Mais ça le faisait rigoler pas mal quand on lui demandait à la radio, au coup de fil hebdomadaire, si l'intérieur était humide. Ça le faisait rigoler parce qu'il disait qu'il y avait du moisi partout, et que lui-même commençait à se faire attaquer par les champignons. Donc bon, visiblement, ça ne le gêne pas plus que ça, hein. On connaît Abhilash, il a le sourire facile, même si on a pu déceler quand même un petit peu d'émotion dans les derniers coups de fil, parce que bon,
ils sont dans des coins où quand même l'isolement se fait sentir et la routine qu'ils sont obligés de subir est quand même assez brutale. Et Uku, même Uku, hein, qui est ce grand gaillard estonien, bon, qui laisse, on va dire, qui montre assez peu de variation dans ses émotions, en tout cas en apparence. On le sent un petit peu comme ça, un petit peu rentré, un petit peu économe de mots dans les coups de téléphonie, dans les coups de téléphone qu'on a avec lui, et ça laisse, en tout cas on le ressent un petit peu comme ça laisse entendre qu'il traverse des moments un petit peu compliqués psychologiquement et qu'il trouve le temps long, ou en tout cas l'exercice difficile. Grégor, Grégor, ça se passe aussi de façon un peu brutale, mais visiblement il supporte bien cet environnement-là. À noter quand même que Abhilash Tomy fait vraiment une super nave dans l'océan Indien. Alors c'est rigolo parce qu'il plaisante là-dessus en disant que c'est un océan qu'il connaît bien, étant indien lui-même. Mais en tout cas, il est plus qu'à 60 000 de Gregor McGuckin et il est tout près du podium, alors que quand il est passé à Lanzarote, je crois qu'il était en 10e position. Donc il est quand même bien remonté. Et sur une réplique du bateau de Sir Robin Knox Johnston, qui était donc le vainqueur du Golden Globe originel, c'est quelque chose qu'il est quand même notable d'expliquer. Ensuite, un petit peu derrière, Suzy, Suzy, elle réavance un petit peu, elle a pas mal souffert quand même pour rejoindre l'océan Indien, donc elle est relativement contente de ça. Et Itzvan et Tapio derrière, c'est pareil, ils ont bien progressé, surtout Itzvan, qui était lui, c'est pareil aussi, je crois qu'il était 14e à Lanzarote. Et là, il est remonté au niveau de Tapio, qui de souvenir était 6e, donc il est vraiment bien remonté sur lui. Et voilà, il faisait part aussi d'un orage incroyable auquel il a assisté, qui était même effrayant selon ses termes. Alors quand on connaît un petit peu Itzvan Copard, c'est pas le genre de gars à se laisser impressionner facilement, donc on imagine que ça a dû être quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Et ensuite, Igor, il progresse un petit peu difficilement, il a ralenti un petit peu de rythme, à tel point que Loïc Lepage, qui est reparti de Cape Town, avant-hier, est en train de passer devant lui. Donc Loïc, lui, donc maintenant c'est le seul bateau en catégorie Chichester. Mais bon, de toute façon, sur le format de la course, lui, ça lui va. Et il voulait vraiment refaire ses réserves d'eau. Et c'était une sage décision. Comme ça, il peut attaquer le Grand Sud avec les réservoirs à bloc. Et après avoir fait le tour du bateau et s'être rassuré sur son état. Ce qui est le cas, donc c'est très bien. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cadre des questions. Il y avait une question de Alain de Montcamp qui demandait à combien estimiez-vous la perte de temps que représente le passage à Hobart, et après, quid des risques liés au rapprochement des côtes, d'échouement, etc. Donc l'estimation du temps, ça va vachement dépendre de la météo, hein. Ça peut aller de 2 jours à 1 semaine, ou on peut imaginer même pire si vraiment il y a une zone de pétole. Mais de toute façon, c'est pas ça représente pas un problème particulier dans la mesure où c'est un passage qui est imposé à tout le monde. Ça fait partie des marques de course, toujours par rapport en référence à l'histoire du Golden Globe originel, où les coureurs tels que Sir Robin où Moitessier s'était arrêté, avait ralenti à leur niveau aussi pour balancer des images qu'ils avaient pu emmagasiner à bord des bateaux. Donc c'est pour rester dans cet esprit-là. Et puis aussi pour nous être capable de récupérer des images qu'on espère nombreuses pour illustrer un petit peu une course pour l'instant qui en manque beaucoup, et ça va être assez sympa de découvrir notamment ces images du Grand Sud. Et moi j'avoue que quand on va aller à Hobart dans moins de 15 jours maintenant, je suis assez curieux de découvrir tout le matériel qu'ils vont nous donner. Donc voilà, vraiment, ça fait partie de la course, elle a été pensée comme ça, et ça pose pas du tout de soucis, une fois encore, dans la mesure où c'est
un passage qui s'impose à tous les concurrents. Voilà, ça fait partie du parcours. On a une autre question aussi concernant les qualités qui font un bon marin solitaire. Alors là, ça serait, je veux dire, ce serait un petit peu prétentieux pour moi de prétendre avoir la réponse à ça. Ce que je peux dire simplement, c'est que par rapport à la petite expérience que j'ai, au fait que j'en côtoie quand même pas mal régulièrement par rapport à mon travail, ce sont des gens qui sont quand même mus par la passion, quoi. Ce sont des gens d'une grande intensité et qui ont la capacité de se concentrer sur un objectif et de ne pas se laisser en détourner. Parce qu'il n'y a pas de secret, je veux dire, pour s'aligner au départ d'une course telle que celle-ci, il faut déjà monter le projet, ça c'est déjà toute une entreprise, et ensuite il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout par sa détermination, par son endurance à l'effort et par sa résistance, et aussi par sa force mentale, parce que c'est sur une course du format de la Golden Globe Race, c'est surtout à ce niveau-là que ça se joue, hein, ça ne demande pas de la force physique incroyable, mais simplement il faut sans doute être déterminé à un point qui rend ces gens-là vraiment particuliers. Si on prend le cas de Jean-Luc Vandenette, bon, c'est quelqu'un qui a pu démontrer dans ses précédents tentatives de record, dans ses records et dans ses courses, qu'il avait une détermination incroyable. Ça ne se joue pas forcément sur le caractère, on peut être à la fois expansif ou réservé, c'est pas là-dessus que ça se joue, à mon avis, c'est vraiment sur l'intensité des motivations internes qui poussent des gens comme ça, voilà, à quitter le bord du ponton et à partir vers l'inconnu. Je pense qu'il faut un bon sentiment de sécurité personnelle aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce calme intérieur, ou en tout cas cette capacité à affronter les problèmes qu'a pu démontrer par exemple Harry Wigg, ce à travers quoi il est passé, c'est quand même assez impressionnant. Il s'est fait retourner son bateau par une grosse vague et immédiatement il a su répondre à cette situation en enchaînant les bons gestes, en enchaînant les bonnes décisions et finalement en réussissant à établir un agrément de fortune et rentrer par ses propres moyens à Cape Town parce que voilà, il s'est bricolé, il a toutes les ressources pour être autonome dans un environnement exigeant. Donc ça ferait partie des qualités aussi que je retiendrai, et sans doute est un peu égoïste, parce que pour se préparer à des exercices aussi difficiles qui demandent autant de sacrifices, eh ben, il faut pouvoir sans doute s'isoler de tout un environnement social qui peut gêner ce genre de préparation. Voilà, je ne sais pas si on qualifie ça par égoïsme ou par on va dire concentration extrême, ça je vous laisse juger, mais en tout cas voilà, j'irai sur ces définitions-là. Ensuite, il y a une question qui concernait aussi comment est-ce que font ces marins pour faire face à la solitude et à la peur. Je reprendrai un petit peu les considérations que je viens de citer, mais ce que je pourrais dire aussi, c'est que la solitude, déjà, elle est diverse selon les situations. Par exemple, Jean-Luc, en ce moment, il est très très isolé du fait qu'il a perdu son compagnon de régate, Philippe Péché, avec qui il se tirait la bourre en début de course. Donc son sentiment de solitude est relativement important. Bon, lui, il y est préparé parce que toute sa vie, il a fait de la course au large en solitaire, donc il a la préparation et sans doute le caractère et la structure mentale pour supporter avec facilité ce genre de situation, même si on imagine que ça ne va pas être facile tous les jours malgré tout, parce que nous on les a une seule fois par semaine et c'est difficile de lire entre les lignes, mais il expliquait quand même un petit peu, il le confiait récemment en disant voilà, je suis quand même tout seul.
voilà, à 1200 000 du reste de la flotte. Et après, voilà, Abilash, il est intéressant aussi parce que là, il a toujours la banane, mais en même temps, c'est pareil, on l'a senti un petit peu plus friable sur les derniers coups de fil qu'il a eu. Je pense que c'est vraiment un environnement où les hauts et les bas sont de grande intensité. Quand ça monte haut, ça monte très très haut, et quand c'est bas, ça monte très très bas, ça descend très très bas. Et ben c'est c'est un environnement voilà, relativement extrême, et je pense qu'il faut des psychologies quand même, sinon bien préparées, en tout cas capables de supporter ce genre de mouvement. Voilà. Et ce sont des gens qui sont à l'aise dans des environnements, enfin dans des ambiances aventureuses. Pour être au départ d'une course comme ça nécessite des parcours quand même qui supportent bien l'aventure. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très très intime, et en tout cas qui est lié à la passion de faire les choses intensément. Et la peur, et ben la peur, écoutez, c'est toujours un peu difficile d'estimer le niveau de peur que sont capables de supporter des gens qui partent comme ça au large. Ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, ils éprouvent assez peu la peur parce qu'ils doivent répondre de façon objective à tout un tas de situations, et que la peur, souvent, elle apparaît quand on perd le contrôle. Or, ces gens-là, ils sont préparés justement à tout un tas de situations, et la perte de contrôle, logiquement, elle n'intervient que dans le cas d'Harrowig. C'est très très momentané, c'est quand il se fait retourner avec son bateau dans une vague, mais tout de suite après, il trouve des solutions pour établir un agrément de fortune et repartir. Et donc du coup, je pense qu'il ne se déprend pas de ce sentiment de contrôle qui l'empêche d'avoir peur. Et je pense que c'est ce qui définit un petit peu ces gens-là, c'est qu'ils sont préparés à tout un tas de niveaux de situation, et que c'est ce qui retire un petit peu logiquement le sentiment de peur. Ensuite, on avait une question qui concernait voilà, l'écart qu'il devrait y avoir entre les bateaux à la fin de la course. Et ben, l'écart entre les bateaux, ça peut être énorme, évidemment, sur un format tel que celui-ci, aussi long. On voit que Jean-Luc Vandened a déjà un peu plus d'une semaine d'avance sur son premier poursuivant, Mark Slatt, parce qu'il est à 1200 000. Donc on peut imaginer, oui, que ça peut être... voilà, sur le Vendée Globe, ça atteint presque un mois entre le premier et le dernier. Sur une course comme ça peut être peut-être 2 mois. On attend les premiers aux alentours de début février. La remise des prix, c'est le 22 avril, en référence à la date d'arrivée de Sir Robin lors de la première édition du Golden Globe. Ce qu'on peut dire, c'est que Marc Sinclair, il ne faut pas qu'il traîne plus qu'il ne traîne actuellement, parce qu'il est en train de prendre pas mal de retard quand même, et que c'est pas sûr qu'il arrive pour la remise des prix. Bon, il sera bien accueilli quand même, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, les écarts risquent d'être très importants, ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais voilà, le scénario est tellement imprévisible, tellement improbable, que je ne m'aventurerai pas à faire des pronostics. Simplement, ce qu'on peut dire, voilà, c'est que de façon exponentielle, le temps se dilate tellement sur une course aussi longue que ça peut représenter des écarts vachement importants, enfin très importants, ça c'est sûr. Il y avait une question qui demandait aussi si, justement, en faisant référence à la lenteur de Marc Sinclair, s'il n'allait pas se décaler, s'il n'allait pas se dérouter sur Tahiti à un moment donné. Je ne crois pas du tout qu'il en ait l'intention. Il est vraiment là pour faire son tour du monde. En plus, c'est une promesse qu'il avait fait à son oncle, qui est malheureusement décédé avant le départ de la course. Et donc je pense que rien que par rapport à cette promesse-là, et aussi parce que le Tour du Monde représente pour lui un défi personnel, il ira jusqu'au bout et il ne nous fera pas un coup à la moitié-cier, a priori. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des questions auxquelles j'ai essayé de répondre aujourd'hui. Je regarde un petit peu mes notes pour voir si je n'ai rien oublié, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. N'hésitez pas à en poser, on fera tout pour y répondre le plus sincèrement possible, en essayant d'illustrer ça avec le plus d'informations, en tout cas celles dont on dispose.
Et puis, ça crée comme ça une petite interaction entre nous et vous. Et ça, c'est toujours sympa de sentir un petit peu l'intérêt du public de partager ça ensemble. Donc, je vous dis rendez-vous vendredi prochain, voilà, pour une nouvelle série de questions-réponses. Et puis, d'ici là, passez tous un bon week-end. Ciao! J'ai un peu brodé, mais bon.